Bonjour, bon après-midi. J'espère que vous avez bien débuté cette 21e édition de Patrimonia. J'ai la chance d'animer l'atelier ici présent sur le thème de les atouts de la gestion flexible. Doit-elle être plus active? Quelle est votre définition de la gestion flexible ou des gestions flexibles? La gestion flexible, chez Dorval en tout cas, c'est une gestion avec une approche patrimoniale. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les marchés présentent un risque, que les clients viennent quand la perception de risque est faible, donc en clair quand les marchés ont beaucoup monté, et ils vendent quand les marchés ont beaucoup baissé, quand la perception du risque est maximum. Donc l'idée c'est de gérer le risque pour le compte du client à l'intérieur de ses fonds et de délivrer donc une gestion totalement flexible de 0 à 100%. On peut être totalement cash ou totalement investi en actions. Donc ça, c'est une latitude 0 à 100 qui est la caractéristique, la marque de fabrique de chez Dorval Finance. Pourquoi? Parce que nous avons une approche patrimoniale. Ça n'a aucun sens d'être investi à 30% minimum dans un fonds flexible, selon nous, en 2008. Il vaut mieux être totalement hors du marché pour ne pas, bien sûr, subir une baisse de 45% sur les 30% investis. Mais je crois que s'il y a un point commun, au-delà de l'approche patrimoniale que nous revendiquons dans nos fonds flexibles, c'est, dans toutes les maisons, une certaine asymétrie. C'est-à-dire qu'un fonds flexible, la différence par rapport à un fonds diversifié, c'est qu'il prétend capter beaucoup plus de la hausse que de la baisse. Ce que vous voulez finalement, c'est que votre client, alors nous on essaye de le faire sur des mouvements intermédiaires, c'est de faire 2 tiers des hausses et encaisser un tiers des baisses simplement. Et puis quand on arrive à faire ça sur ces mouvements intermédiaires, eh bien globalement, sur 5 ans, on fait mieux que le marché. On fait mieux qu'un fonds qui investit ou qu'un indice, tout simplement à 100%, même dividende réinvesti. Donc c'est ça l'ambition, et avec des instruments assez simples que nous utilisons chez Dorval. Donc ça rend les fonds lisibles et transparents aussi. C'est un point important en termes de stratégie et en termes de communication. Donc je crois que la grande différence par rapport à un fonds diversifié, c'est qu'un fonds diversifié assure une certaine régularité par la diversification de ses placements, mais très encadré. C'est-à-dire qu'il ne va pas bouger de 0 à 100. Alors que finalement, en cas de crack majeur sur les marchés, on peut espérer d'un fonds flexible qu'il vous permette de sauver la mise. Alors, je pense qu'un fonds diversifié va peut-être lisser les résultats, mais on est moins en droit de lui demander de passer totalement à travers les gouttes lors d'une tempête comme 2008. Donc c'est vraiment ce côté asymétrique qui est revendiqué. Et après, vous avez des stratégies qui sont très différentes. Il y a des flexibles qui se contentent d'une seule zone, sur l'Europe, ou sur une seule classe d'actifs. Il y en a d'autres qui prétendent avoir effectivement une flexibilité sur toutes les classes d'actifs, des best-of, ou simplement sur les marchés obligataires, etc. Et c'est à vous de faire l'alliage de vos fonds flexibles pour apporter la robustesse dans votre performance, bien comprendre les moteurs de performance de ces fonds flexibles, et ça vous donnera une certaine asymétrie, une certaine régularité en termes de performance sur le long terme. Louis, comment vous appréhendez? Parce que vous parliez tout à l'heure, Louis, d'asymétrie dans les résultats. Comment vous appréhendez cette asymétrie, mais du côté gestion des risques? C'est très important l'asymétrie, parce que c'est la raison d'être d'un flexible en fait. Vous achetez un flexible, c'est finalement pour bénéficier des phases de hausse et éviter de perdre l'argent dans les phases de baisse. Donc il faut être capable de délivrer ça. Alors déjà, notre ambition, c'est faire 2 tiers des hausses et 1 tiers des baisses. Et pour ça, il faut savoir, puisqu'on a une approche patrimoniale, à quel moment du cycle dans lequel on va engager nos capitaux. Parce que si vous engagez vos capitaux à contre-cycle, vous allez détruire votre capital, ce qui est typique de cette industrie. En 2000, les clients, il y avait beaucoup de souscriptions au plus haut, et malheureusement, ils ont détruit leur capital. Et je pense qu'en mars 2003, il y avait plutôt des sorties que des achats. Donc, savoir à quel moment du cycle on se situe, c'est notre travail. Et donc, à partir de là, on a une recherche en global macro qui travaille intensément sur ce suivi. C'est le premier point. Et le côté original du contrôle du risque au-delà de ça, c'est d'allier cette approche globale macro sur du cycle. C'est le taux d'exposition. C'est sur les choix d'entreprise et les thèmes d'investissement. Et donc, on a une équipe d'analystes et de gérants qui visitent des boîtes. On en voit au moins 2 ou 3 par jour en moyenne chez Dorval. Et là aussi, c'est un moyen de contrôler votre risque. C'est quelque part, vous avez une bonne connaissance des dossiers. C'est une recherche de première main. Évidemment, c'est un moyen très efficace de contrôler son risque.
et surtout d'optimiser son allocation de capital, quoi. Quand vous dites je vais être investi à 75% parce que j'ai des vents favorables, après sur quoi, quel thème porteur, etc. Bon, est-ce que c'est les valeurs dollars? On en parle beaucoup aujourd'hui sur les parités euro-dollar, mais des choses comme ça. Et ensuite, vous faites les visites de société. Ça, c'est un moyen de contrôler son risque. Et très clairement, après, ça passe par des outils. Donc, si on investit à 70%, ce qu'on aime bien, c'est être convexe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui connaissent les convertibles sont familiers avec ce terme. C'est effectivement, si on a décidé d'être investi à 70% sur un fonds flexible, on aime bien qu'au quotidien, on monte au moins de 70%, hein, mais que dans les phases de baisse, on baisse plutôt que de 60%. C'est-à-dire qu'on baisse un peu moins. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous faites ça tous les jours sur des petites variations, au bout du final, ça fait de la performance. Et donc, on surveille, vraiment en temps réel, tous nos portefeuilles sont monitorés, la convexité de nos choix, la construction du portefeuille. Et si on voit qu'on est convexe, c'est qu'on a les bons titres ou les bons thèmes. Après, évidemment, il faut s'inscrire dans cette recherche permanente, mais c'est un outil qui est très efficace parce que ça vous pousse aussi à remettre en cause vos choix. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, il faut vous interroger. Donc ça, c'est un moyen assez efficace. Et puis après, il y a deux types de risques. Il y a le risque qui vous tue, c'est 2008. Donc celui-là, il faut l'éviter. Donc le seul moyen qu'on a trouvé, c'est pas de faire des couvertures, c'est de sortir du marché. Donc là, on vend tout. Alors adieu vos vaches cochons, c'est-à-dire qu'on n'est pas amoureux de nos valeurs, on les sort. Même si c'est de très belles valeurs, etc., on oublie, on prend notre casquette d'allocataire, on sort. Et on descend à 0%, ce qu'on a déjà fait. Malheureusement, on a été amené à le faire, ou parfois à 2-3% d'investissement. Et ça, c'est le risque vraiment à éviter, et on essaye de ne pas trop baisser. Évidemment, ce que disait Didier, ne pas baisser du tout, terminer positif, c'est formidable. En 2008, on a fait que -3, mais enfin bon, ça peut limiter la casse. Après, il y a le risque cyclique, qui n'est pas le risque systémique qui vous tue, mais simplement, évidemment, il y a des cycles sans que ça soit la fin du monde. Hein. C'est ce qu'on a quand même connu avant 2008. Et ces risques cycliques, c'est des variations, on va dire, entre 5 et 10% à peu près sur les marchés. Et là, ce qu'on utilise, c'est plutôt des futurs pour couvrir le risque. Alors ça peut passer par des dérivés. Nous, c'est surtout des futurs. Et sur des mouvements d'amplitude relativement modeste, 10%, bon, c'est beaucoup, mais c'est relativement modeste. Plutôt que de vendre les titres, on couvre. On espère avoir les bons titres en portefeuille pour faire mieux. Finalement, ils baissent un peu moins que le marché. Et puis, on crée de l'alpha parce qu'on a vendu le futur en face. Et ça fonctionne relativement bien dans les marchés à volatilité évidemment contrôlée quand on n'est pas dans un risque systémique. Donc voilà pour l'approche du contrôle de risque chez Dorval. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui dans vos gestions flexibles? Si on revient sur le cycle dans lequel nous nous trouvons, on a quand même une accélération de la croissance américaine, c'est-à-dire que maintenant je crois qu'il y a peu de gens contestent le fait que les États-Unis sont sortis de l'ornière. On a une croissance qui sera au-delà de 2%, peut-être entre 2 et 3 l'année prochaine. Et on a en même temps une politique monétaire américaine qui change de cap. C'est-à-dire qu'après avoir utilisé l'arme non conventionnelle, baisser les taux, pratiquer des rachats, voilà, ils arrêtent d'acheter. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Ils n'achètent plus de papier. Et après, la prochaine étape, c'est la remontée des taux. Sachant que le discours se veut plus rassurant en disant qu'il y a encore une période considérable avant de remonter les taux. Mais on est dans un changement d'orientation de toute façon de cette politique monétaire. L'Europe, c'est une situation opposée. On a une croissance qui est en reprise, mais très molle. On était quand même en récession l'année dernière, hein, moins 0,4. On va faire une petite croissance cette année. Et on a très clairement un Mario Draghi qui, lui, bascule dans le quantitative easing. Et donc on a un tournant très important de ce point de vue, aussi important que juillet 2012. Juillet 2012, Mario Draghi dit « Je ferai tout en mon pouvoir pour sauver cette zone euro. Il n'y aura pas d'implosion de la zone euro. » Et donc à partir de là, il donne de la stabilité. Et donc on reconverge sur les niveaux des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, il n'y avait pas beaucoup de différence de taux d'intérêt entre les taux italiens, les taux espagnols et les taux allemands. Et vous voyez, depuis juillet 2012, on revient vers cette convergence. Ça, il donne de la convergence, de la stabilité. Mais il manque quoi à l'Europe? De la croissance, il manque de la vitesse. Pourquoi il manque de la vitesse? Parce qu'effectivement, il inonde
le monde d'euros. Mais la monnaie ne circule pas, il n'y a pas de crédit suffisamment. Il n'y a pas une reprise de crédit assez vive. Donc il est dans la deuxième étape du quantitative easing, qui a très bien réussi aux États-Unis. C'est je veux accélérer cette circulation de la monnaie par la relance du crédit. Première étape, on fait l'union bancaire, là, donc à la fin du mois, on saura les bons élèves, les mauvais élèves. Il donne le go de la restructuration bancaire en Europe. Vous êtes mauvais, vous êtes bon, donc les bons, je vous demande d'acheter les mauvais. Bon, c'est ce qui va se passer, ça va se passer assez simplement. Et donc derrière, on aura un système assez solide, supervisé par la BCE. Et après ça, il donne accès à une ressource qui n'est pas très chère, puisque c'est à 0,15%, par les TLTRO, accès aux banquiers commerciaux, à une ressource peu chère, à 0,15, pour faire du crédit. Donc les banques sont poussées à faire du crédit pour que la machine reparte. Donc là, ils ont emprunté autour de 80 milliards d'euros, c'est plutôt dans le bas de la fourchette. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller plus loin. Alors c'est-à-dire en clair, c'est la titrisation. C'est-à-dire qu'un jour, pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais si on imagine, dans notre scénario, que la BCE sera en mesure de racheter ses crédits pour les mettre dans son bilan. En clair, elle poussera le banquier à dire vous allez prêter et en plus ce risque, puisque vous avez prêté à des PME, vous allez le sortir du bilan et moi je vais le prendre. Parce qu'il n'y a qu'un seul but à toute cette manœuvre, c'est que ça reparte. Il faut absolument que la croissance reparte en Europe et c'est le but des politiques, c'est le but de la BCE. Donc ils feront tout pour que l'argent ne rapporte rien. C'est pour ça qu'ici on vous dit c'est bien difficile de trouver quelque chose sans prendre de risques. Parce que le message de la BCE, c'est prenez des risques, sinon ça ne repartira pas. Donc si je vous colle des taux d'intérêt négatifs, il vaut mieux prêter. Mais on va dans cette voie-là. Alors, à quelle vitesse? Il y a des obstacles techniques, etc., qui seront probablement levés, mais c'est la voie dans laquelle on s'inscrit. Donc tant qu'on est dans ce cycle monétaire-là, c'est effectivement assez rassurant quelque part pour les marchés financiers. Évidemment, ça pousse les actions à la hausse, ça pousse les actifs à la hausse, ça crée un effet richesse qui est plutôt favorable pour créer une reprise, bien sûr. Et on doit le dire qu'avec 3,5% de rendement moyen sur les actions européennes, quand vous avez des taux allemands qui sont inférieurs à 1, effectivement, vous êtes investisseur, vous vous intéressez quand même au rendement des actions, quoi. Donc c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient acheter des actions pour leur rendement en attendant la reprise. Mais c'est le contexte dans lequel on s'inscrit et ce qui est plutôt favorable pour le moment aux gérants d'actifs, d'une façon générale. Alors, bien sûr, sur l'Europe, on pense qu'on devrait reprendre de la hauteur, mais il faut être patient sur cette reprise européenne qui doit se faire jour en 2015. Alors, si on veut lister les éléments, il y a quand même l'effondrement des taux d'intérêt, parce qu'en Europe du Sud, c'est quand même majeur, cet effondrement des taux, donc c'est quand même très bon pour l'activité économique. On peut dire que le dollar va être le facteur d'ajustement, parce qu'il y a une divergence entre la politique monétaire américaine et la politique monétaire européenne. Ça diverge fortement. Et donc, le facteur d'ajustement ne sera pas tellement les taux d'intérêt en tant que tels, même si on peut être aspiré un peu vers le haut, mais ça va être la devise. Je crois que le marché le comprend. Donc on aura une appréciation du dollar face à l'euro, ce qui a moyen de tirer la zone euro, la sortir de cette ornière. Et puis, le prix du baril, le prix du pétrole est quand même un peu meilleur marché. Tout ça, c'est des facteurs qui vont quand même dans le bon sens. Une politique des trajectoires, des déficits budgétaires qui sont un peu moins rigoureux. On le voit dans notre pays. On laisse filer un peu le déficit parce qu'on veut retrouver la croissance. Donc c'est dans ce scénario-là qu'on s'inscrit en termes de cycle. Et donc ça reste plutôt porteur encore pour les actions et les actions européennes en particulier. Je crois qu'il faut que vous puissiez acheter des flexibles sur lesquels vous avez bien identifié les moteurs de stratégie. C'est quoi la stratégie? Un bon track record, c'est-à-dire qu'une vraie asymétrie du risque et une transparence. Il faut absolument que ça soit transparent, comprendre pourquoi ça performe ou pas. C'est simple et transparent, c'est un peu ce qu'on essaye de mettre en avant chez Dorval. Et à partir de là, si vous combinez ça entre peut-être 5-6 flexibles, normalement, vous allez avoir une asymétrie du risque qui sera très forte. Et ça sera un vrai alliage parce que certaines maisons sont flexibles sur une classe d'actifs donnés. C'est peut-être les actions, d'autres des actions internationales, d'autres des obligations, je ne sais quoi. Et si vous arrivez à combiner ça, ça délivre beaucoup de performances.
parce que c'est beaucoup plus résilient, effectivement, dans les phases de grandes chutes de marché. Et c'est là, malheureusement, où on perd des clients et on peut perdre son patrimoine, hein, quelque part. Donc, la combinaison de flexible me paraît quand même une solution très bien adaptée, en tout cas à la recherche d'une certaine protection par le grand public sur des actifs risqués.